Bon, bah écoutez, bienvenue à tous, hein. On va pouvoir commencer. En attendant, les retardataires n'auront qu'à nous rejoindre. Donc, bienvenue, merci à tous d'être présents. Sachez que ça nous fait hyper plaisir, que ce soit à Adrien ou à moi, de vous avoir parmi nous. Donc, on va commencer juste par une petite présentation et je vais laisser pour le coup la main à Adrien pour se présenter. Bonjour à tous, super content d'être avec vous aujourd'hui. Je vois que vous êtes nombreux, que vous venez d'un peu partout, donc ça fait super plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Moi, c'est Adrien, ça fait maintenant 5 ans que je travaille en growth marketing, marketing digital. Je travaille avec des sociétés comme Germinal ou aujourd'hui Conto, Société Info. Je travaille avec une vingtaine de sociétés aussi en tant que freelance, toujours en acquisition B2B, donc comment faire pour gagner des nouveaux clients. Nice, merci. Quant à moi, bienvenue. Je suis Marvin, donc Growth Marketing Trainer chez Growth Tribe. Donc, pour parler rapidement, moi, j'ai une expérience dans le marketing digital de plus de 5 ans où j'ai travaillé dans l'événementiel, dans le recrutement, dans la fintech. Et du coup, aujourd'hui, dans le métier du growth. Donc, je forme et je coach des personnes comme vous, comme moi il y a quelques temps, au métier du growth hacking. Je fais un petit peu aussi de freelance à côté pour continuer d'exécuter et en apprendre davantage. Donc, c'est à peu près tout pour ma présentation. Pour présenter un petit peu Growth Tribe, l'idée c'est que c'est une entreprise du coup néerlandaise qui a été créée par 2 Français et un Néerlandais pour démocratiser tout simplement le growth hacking en formant le plus grand nombre de ces personnes à ces notions. Et on est le leader européen du coup sur la formation en growth hacking, on a fait des formations en UX design, en data, en analytique. On a aussi lancé il y a quelques semaines, des nouveaux parcours 100% digitaux en ligne pour vous permettre justement de monter en compétences et à votre rythme. Donc, vous l'aurez compris, nous, l'idée, c'est on aime faire apprendre des choses aux gens. On l'a fait auprès de 25 000 personnes déjà. On a accompagné plus de 1000 entreprises, que ce soit des scale-up, des startups ou même des corpos, car effectivement, on peut faire du gros à toute étape de croissance d'une entreprise. Donc, voilà, c'est à peu près tout pour la présentation de Growth Tribe. Je vais laisser également Adrien présenter Société Info. Ok, donc Société Info, c'est quoi? C'est toutes les données des entreprises françaises qui sont réunies sur une même application. Donc on parle des données financières, légales, les données web, mais aussi des événements stratégiques qu'on peut identifier sur les entreprises. Aujourd'hui, on a plus de 20 000 utilisateurs. Et Société Info, concrètement, ça permet 2 choses. Un, de créer des listes d'entreprises ou de contacts de manière très ciblée grâce à de nombreux filtres. Et 2, d'enrichir, donc c'est-à-dire de compléter vos données, compléter les données que vous avez déjà, soit par exemple de votre CRM, votre base client, comment faire pour avoir plus d'informations sur vos clients, mais également de vos prospects pour avoir leurs coordonnées et toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Donc je pense que maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses avec Marvin. Et Yes. juste une dernière chose, c'est vrai que c'est quand même important. Il y a quelques semaines, Société Info a gagné le prix du meilleur outil growth de l'année. Donc ça, on est super fiers après plusieurs années de travail d'être reconnu et d'avoir beaucoup d'utilisateurs satisfaits. Donc on est fiers du prix qu'on a reçu il y a quelques semaines. Yes. Super. Du coup, on va rentrer sans plus tarder dans le sujet du jour, hein. C'est pour ça que vous êtes venus. Donc, on va parler d'aujourd'hui d'account-based marketing. Donc, l'idée pendant cette heure, c'est qu'on va parcourir rapidement tout ce qui va être les fondamentaux de l'account-based marketing. Quelles sont les différentes stratégies que vous pouvez employer avec des exemples concrets d'entreprises qui l'ont déjà fait. Ensuite, on va pouvoir se focaliser sur l'ensemble, sur l'importance de la segmentation et la qualité du contenu distribué. On fera ensuite une petite démo en live de Société Info de comment se créer un segment d'endurance ou comment aller enrichir de la donnée grâce à Société Info. Et en fin de webinaire, on répondra à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet Ask a Question si vous voulez qu'on les voit. Et je vous conseille également de rester jusqu'en fin de webinaire parce qu'on a des petits cadeaux à la suite de ça sur notre petit questionnaire. Donc, restez jusqu'à la fin. Allez, commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est que l'account-based marketing? Alors, pour être synthétique, c'est une pratique qui est réservée exclusivement au B2B, où en général, on va aller concentrer tous les efforts, tous vos efforts en fait, sur une cible restreinte de prospects qui vont se rapprocher le plus possible de votre client idéal. Donc là, on évite de parler de tout ce qui est campagne marketing où on va aller ratisser large en espérant convertir. Là, on se concentre vraiment sur des cibles très restreintes. Pourquoi on l'utilise? Alors, pour plusieurs points. Dans un premier point,
Faire de la compte-based marketing, ça vous permet d'être plus efficace. Donc, comme je l'ai dit, en se concentrant sur des petits segments de prospects, vous allez être plus efficace. Et on ne le dira jamais assez, c'est que la qualité est supérieure à la quantité. C'est ce qui va vous rapporter le plus de valeur. Donc, on se concentre vraiment sur des prospects avec un haut degré d'intentionnalité, que ce soit envers votre produit ou votre service. Dans un deuxième temps, la compte-based marketing, ça va vous permettre aussi d'aller optimiser vos conversions en personnalisant à fond votre contenu pour que, par exemple, quand les sales ils vont venir contacter ces prospects, qu'ils aient déjà été exposés à des contenus qui vont être hyper pertinents et vont être du coup plus susceptibles de convertir. Donc, avec un haut degré de personnalisation, la compte-based marketing, ça va constituer une stratégie qui va être héroïste à fort potentiel. Dans un troisième temps, la compte-based marketing, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça vous permet d'avoir une meilleure cohésion entre les services sales et le marketing. En général, ils aiment bien chamailler, mais là, ils doivent travailler justement en étroite collaboration pour identifier les comptes cibles, élaborer les messages clés, définir des stratégies d'awareness, c'est-à-dire de notoriété et de sensibilisation, et surtout de suivre les progrès des campagnes lancées. Dans un quatrième temps, la compte-based marketing, ça vous permet, comme je l'ai dit, d'avoir un ROI plus élevé, tout simplement parce que vu que vous allez vous concentrer sur des comptes clés qui peuvent générer justement un très fort chiffre d'affaires pour votre entreprise, du coup, vous allez gaspiller moins de ressources sur la génération de nouveaux leads qui ne vont pas souvent être très qualitatives. Et enfin, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que surtout, vous faites gagner du temps à vos clients. Vos clients, on le sait tous, ils n'aiment pas perdre de temps et ils souhaitent que vous répondiez tout de suite à un pain, une problématique qu'ils ont. Donc, ils aiment également les expériences personnalisées. Donc là, l'idée, c'est de ne pas perdre de temps à présenter votre boîte, parce que clairement, ils s'en fichent un petit peu. Là, ils veulent juste que vous répondiez à une problématique. Et du coup, même ce qu'on conseille vraiment, c'est que, par exemple, quand un commercial contacte un client ou un prospect, il doit connaître sur le bout des doigts du coup, la situation de ce prospect et doit être capable de lui offrir une solution qui va être clé en main. Donc, il y a plusieurs stratégies qui sont employées par les par les spécialistes de la compte-based marketing qui vont leur permettre justement de faire décoller leur chiffre d'affaires. Mais on en distingue particulièrement 3. Donc, il y a l'ABM one-to-one, l'ABM one-to-few et l'ABM one-to-many. Donc, on va aller les décortiquer ensemble avec des exemples concrets. Pour comme ça, vous allez un peu comprendre les spécificités de chacune. Donc, par exemple, pour ce qui est de l'ABM one-to-one, donc concrètement, c'est une approche de la compte-based marketing qui va être utilisée dans le cas où les comptes clés sont inférieurs à 10. Donc là, en général, on va avoir des account managers qui vont connaître sur le bout des doigts le fonctionnement de ces comptes. Que ce soit le secteur d'activité, les process en interne, les décisionnaires, les besoins, qu'ils soient exprimés ou non. Donc, chaque compte peut générer un revenu significatif et ils sont tous un peu traités en VIP compte tenu de leur influence. Donc, c'est une méthode qui est, on va dire, pas très utilisée parce qu'il n'y a pas une forte scalabilité, mais ça reste quand même intéressant dans le cas où vous souhaitez justement ultra personnaliser vos campagnes. Donc, j'ai un exemple concret avec ça, avec la boîte Intridea. Donc, les concepteurs, des développeurs de la boîte Intridea, en fait, ils ont voulu travailler avec le géant de la publicité aux États-Unis qui s'appelle Ogilvy & Matters et pour qu'ils les engagent pour leur service. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de créer une campagne assez personnalisée. Ils ont loué carrément, ils ont fait de la vieille pub, mais ils ont loué carrément un espace publicitaire, un panneau juste en face de leurs locaux à Ogilvy & Matters à Manhattan, avec un texte de confrontation où il y avait écrit du coup Ogle this Ogilvy, donc matez ça Ogilvy, avec un petit URL qui redirigeait vers le profil LinkedIn de son cofondateur, en espérant que justement ça débouche sur une demande de réunion. Donc ça a été assez intéressant parce que du coup ils ont eu gain de cause, ils ont eu ce rendez-vous du coup par ONM. Et ce que je veux vous montrer avec cet exemple-là, c'est que c'était une campagne ultra personnalisée. On ne peut pas faire plus personnalisé que ça. Les employés sortaient de leur boîte, ils voyaient une pub qui leur était directement adressée. Donc, vous ne pouvez pas faire plus personnalisé que ça. Et également, ça a beaucoup suscité l'intention. Donc là, ça va être vraiment ce type de campagne, si vous êtes vraiment sur des comptes clés qui peuvent vous générer un chiffre d'affaires vraiment conséquent, vous pouvez justement aller pousser la personnalisation à cette échelle-là. Ensuite, on va avoir l'ABM one-to-few. Donc, l'ABM one-to-few, c'est un modèle où on se concentre sur un plus grand nombre du coup, de grands comptes qui vont varier cette fois entre 10 et 100 en moyenne. Donc là, vous l'aurez compris, c'est un petit peu plus difficile de connaître intimement en fait, tout simplement les entreprises en raison du périmètre d'action qui va être un peu plus étendu. Donc là, le but, c'est d'aller de se concentrer directement sur les problématiques connues et communes et de travailler avec des outils adaptés et de détecter également qui sont les décideurs,
tout en essayant d'aller du coup automatiser une partie du travail. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est une scalabilité, désolé, c'est un peu les aléas du direct. Voilà. Hop. Les sacs qui s'éteignent quand on ne bouge pas. Donc, pour ce qui est de la BEM One to Few, ce qui est intéressant, du coup, c'est une scalabilité modérée, mais ça reste quand même assez intéressant. Il faut savoir que la personnalisation, elle joue toujours un rôle important là-dessus. Donc, on a un exemple particulier avec Iridium. Donc, Iridium, c'est une solution, qui va créer des automatisations avec des objets connectés de la maison ou d'autres infrastructures. Et cette boîte, en fait, avec un petit peu de budget, c'était de l'ordre de 3 000 €, ils ont réussi à générer plus de 34 nouvelles opportunités de vente. Donc, pour vous décortiquer un peu la stratégie, elle s'est axée sur plusieurs points. Dans un premier temps, ils ont lancé un événement en ligne, gratuit, où ils ont invité pas mal de conférenciers de premier ordre pour aller partager leur expérience sur une thématique définie. Donc là où ils ont été malins, c'est que pour cet événement-là, ils n'ont pas du tout parlé de leurs propres produits, ils ont laissé vraiment la parole au partage d'expertise à ces conférenciers. Donc ce modèle en plus, il était davantage plus attrayant pour les conférenciers et ça les encourageait à inviter leurs clients. En amont de cet événement, ce qu'ils ont été faire aussi, c'est que ces conférenciers, ils ont été les interviewer un à un sur un podcast pour justement essayer d'augmenter le nombre de conversions à cet événement. Et en aval de cet événement, ce qu'ils ont fait également, c'est que du coup, ils sont restés en contact avec ces conférenciers, mais tous les prospects qui ont participé à cet événement en ligne sont restés en contact, ils ont programmé des webinars, des démos de produits, etc. Enfin, ils sont restés vraiment au contact pur et dur avec toute cette audience-là. Et ils ont fait aussi un gros travail de segmentation, c'est-à-dire que toute cette audience, ils les ont divisés en 5 catégories de sous-segments. Donc, on peut les citer. Hein. Il y avait les meilleurs clients, les membres clés, les leaders d'opinion, que ce soit les partenaires, et également les médias associés. Donc, ça, c'était hyper intéressant parce que derrière, en divisant ce sous-segment-là, ils ont pu leur communiquer pas mal de contenu spécialisé en fonction de ces catégories-là. Et quand on regarde d'un peu plus près les chiffres en faisant cette stratégie-là, ça leur a permis déjà d'augmenter le nombre d'inscriptions à plus de 2000 personnes, 2320 pour être exact. Il y a eu plus de 39% des participants qui étaient de nouveaux comptes nets. Il y a eu, comme on l'a dit auparavant, il y a eu 34 nouvelles opportunités de vente. Et il y a déjà eu, rien qu'à la fin de cet événement en ligne, 5 nouveaux clients qui ont généré une LTV, c'est-à-dire une lifetime value ou valeur de vie client, supérieure à 100 000 €. Donc, si vous faites les comptes, ils ont investi 3 000 €, ils ont fait un événement en ligne, et ils ont réussi à générer plus de 500 000 € de chiffre d'affaires, rien qu'en un événement. Donc, c'est quand même assez intéressant quand on commence à rentrer dans ce degré de personnalisation-là. Ensuite, on va avoir une stratégie un peu plus conséquente qui va être le one-to-many. Donc là, on va être sur des comptes pouvant aller jusqu'à 1000 clients. Donc là, autant vous dire que c'est plus possible de se concentrer sur des clients de manière individuelle. On va vraiment rentrer ici dans l'intelligence artificielle, le machine learning, qui sont capables justement d'aller réaliser du travail de recherche, de consolidation de données, pour essayer d'envoyer des bons messages automatiquement au bon moment, aux bonnes personnes. Donc, vous l'aurez compris, ça, c'est un moyen qui va être, qui va avoir une scalabilité très importante avec un usage important de technologie. Donc, il va falloir beaucoup de budget justement pour lancer la machine. Il y a une entreprise qui s'appelle PayScale qui a très bien joué le jeu par rapport à ça. Donc, en gros, pour vous donner un peu de contexte, PayScale, c'est une solution de gestion de rémunération qui permet de collecter de la donnée, de l'analyser et tout ce qui est lié, en fait, toutes les données liées à la rémunération pour aider en fait les entreprises à mieux déterminer comment répartir leur budget. Donc la première étape, eux, ce qu'ils ont fait, c'est déjà d'aligner le service marketing et sales sur les comptes à cibler. Donc ça, c'est une étape essentielle dans la compte-based marketing, je le répète. Ensuite, ils se sont aidés d'une intégration d'aide à la compte-based marketing qui s'appelle Rollworks. C'est une intégration qui a été rachetée il y a quelques temps par Marketo, il me semble. Et en gros, l'idée, c'est que Rollworks, ils ont aidé PayScale à passer d'un ciblage par adresse IP au départ par un ciblage par apprentissage automatique en utilisant Salesforce. Donc là, ce qui a été intéressant, c'est que les publicités de PayScale envoyées, elles ont commencé justement à atteindre les bonnes personnes au bon moment. Et ça, c'est hyper intéressant et important. Donc la technologie, pour vous parler un petit peu plus, pour être un peu plus spécifique, la technologie de Rollworks, en fait, elle a permis à PayScale d'identifier jusqu'au contact toutes les impressions et les dépenses publicitaires, que ce soit au niveau du contact, au niveau du compte. Donc ça, c'est hyper cool parce que
on a pu voir directement qui était réceptif aux pubs, qui ne l'était pas, et réaffecter le budget en fonction pour aider justement à la conversion le plus possible. Et ça, c'est un moyen hyper intéressant de jouer sur de la compte-based marketing. Donc, ils ont exploité en fait derrière un ciblage plutôt avancé pour permettre de proposer justement à leur public des contenus hyper pertinents et plus aptes du coup à résoudre leurs problématiques actuelles. Donc, en termes de chiffres, de faire ça, ça les a aidés du coup à avoir une augmentation du trafic des comptes cibles qu'ils ciblaient de 500%. Il y a eu une réduction de 45% du délai de conclusion à un contrat. Ils ont eu 10 à 15% de MQL en plus et ils ont eu 60% de nouveaux leads générés en plus par rapport à ça. Donc, encore une fois, c'est pas forcément s'il n'y a pas de tour de magie, ce que je veux dire, c'est que vraiment, ils ont été déjà analysés qui était leur cible parfaitement. Ils se sont aidés un petit peu de sorte d'outils d'aide à la compte-based marketing. Derrière, ensuite, ils ont analysé les comportements des utilisateurs, des utilisateurs, des prospects, et derrière, ils ont pu réattribuer le budget en fonction pour convertir un maximum de prospects. Donc ça, c'est vraiment hyper important à prendre en considération. Maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, l'idée, c'est de se pencher un petit peu plus sur l'importance du contenu et de la segmentation, du coup, avec Adrien. Alors déjà, merci Marvin. Moi, ces stratégies, ça m'a donné envie de tester, de lancer des campagnes. Donc, super intéressant, super inspirant. Donc, après ces stratégies, on va passer maintenant à comment faire et concrètement, en fait, quelles sont les étapes que vous pouvez mettre en place pour atteindre le but de l'account-based marketing qui est le bon message à la bonne personne au bon moment. Donc, en fait, quand je dis le bon message à la bonne personne, donc ça veut dire qu'est-ce que je dis à la personne que ça intéressera le plus ou qui va pouvoir le payer et au bon moment, donc au moment où on peut résoudre le problème. Donc, ce qu'on va voir, c'est la segmentation et le timing. Segmentation. Ok. Donc, comme Marvin l'a dit, hein, la segmentation, c'est super important parce que ça permet d'être pertinent dans son approche. Par exemple, récemment, je discutais avec un directeur commercial qui voulait prospecter, accélérer, faire du nouveau business. Et quand je lui ai demandé quelle était sa cible, il m'a dit toutes les PME et ETI françaises qui font venir des produits d'Asie. Donc là, je me suis dit, OK, mais là, on parle de milliers, voire de dizaines de milliers d'entreprises et vous êtes une équipe de 15. Voilà, on peut pas tous les cibler. Donc, j'ai changé de perspective et j'ai demandé, OK, aujourd'hui, quels sont vos meilleurs clients? Et là, ça peut être beaucoup plus précis. Il m'a dit, les entreprises de distribution de menuiserie métallique, parce que leurs acheteurs ont une expertise dans ce domaine. OK? Donc, en fait, en faisant ce travail de persona d'entreprise, définir quelle est l'entreprise idéale, on peut s'appuyer sur le concept d'ICP, peut-être vous en avez entendu parler, d'Ideal Customer Profile, de profil client idéal. Donc, c'est des fois, quand on a du mal à cibler, qu'on a un marché qui peut être assez vaste et large, c'est bien de se concentrer sur ses clients actuels et identifier les caractéristiques de ses meilleurs clients. Ensuite, pour aller plus loin et vraiment définir votre persona d'entreprise, vous allez pouvoir vous appuyer sur les critères firmographiques. Donc ça, c'est le mot anglais, mais on pourrait dire les caractéristiques d'entreprise. Par exemple, le nombre d'employés, le secteur d'activité. En France, on utilise le code NAF qui permet de définir le secteur d'activité, le chiffre d'affaires, résultat de l'entreprise, la localisation géographique, encore l'âge du dirigeant. La forme juridique, l'ancienneté de l'entreprise, la convention collective, par exemple Payfit, qui est un logiciel de gestion des fiches de paie pour les salariés, s'appuie sur les différentes conventions collectives en France et ça leur permet d'adapter leur message parce que la législation est différente en fonction de chaque convention collective. Est-ce que l'entreprise est digitale? Donc ça, on peut le voir à quel point ils sont présents ou non sur le web, est-ce qu'ils ont une culture digitale ou non. Et là, ça va nous permettre d'adopter une approche la plus pertinente. Donc, OK, ça, c'est la première étape, déterminer la bonne entreprise. Mais maintenant, au sein de cette entreprise, on va déterminer qui
et la bonne personne, là où les bonnes personnes. Donc là, vous avez peut-être entendu parler du concept de user persona et buyer persona. Donc user persona, c'est la personne qui va utiliser votre solution, votre produit ou votre service. Et le buyer persona, c'est la personne qui va décider, qui a le pouvoir de décision pour dire oui, on paye ou non, c'est pas dans le budget. Ok. Donc là, il y a deux cas de figure pour simplifier. Un premier cas où l'utilisateur final, c'est le décisionnaire. Donc là, c'est la même personne qui utilise le produit et qui décide qu'elle pourra payer. Là, je pense à, par exemple, Conto, un compte bancaire pro. On va vendre ça à des directeurs financiers. Donc, c'est la même personne qui va utiliser la solution et qui, en plus, va décider de payer. Donc là, on peut avoir une approche directe maintenant en prospectant directement ces personnes. OK ? Mais d'un autre côté, on va avoir des outils, par exemple Figma, un logiciel de design. Donc là, c'est un logiciel qui va être utilisé par des designers, mais c'est peut-être pas le designer qui va avoir le pouvoir de décider, OK, quel outil on peut prendre, quels abonnements on peut prendre pour l'entreprise. Donc là, l'approche, c'est une approche qui est en général plus adaptée aux produits logiciels. On voit souvent, voilà, avec le freemium ou avec des essais gratuits, c'est de d'abord avoir des utilisateurs qui vont aimer le produit, qui vont s'habituer au produit pour qu'ils aient envie d'utiliser le produit. Dans un premier temps, ce sera gratuit et une fois qu'il y a une valeur suffisante, là, je vais prendre l'exemple de Notion, peut-être que vous connaissez une application qui permet de prendre des notes. En fait, quand les équipes sales de Notion voient qu'il y a un certain nombre de personnes d'une société qui utilisent Notion, ils vont aller les prospecter et leur dire « Ok, là, vous avez une dizaine de personnes qui travaillent ensemble sur Notion. Avec le plan payant, vous avez telle et telle fonctionnalité qui faciliteront encore plus votre travail. Ok ?» Donc ça, c'est pour savoir qui cibler au sein d'entreprise. Ok. Et maintenant, on peut passer à la slide suivante. Super. Donc maintenant, c'est l'histoire du timing. Ok. Donc, ok, on sait l'entreprise qu'on va cibler. On sait qui on va cibler, mais quand est-ce qu'on va aller prospecter cette personne? Donc là, par exemple, je vais vous donner un exemple. Sur moi, c'est j'adore le ski, j'ai déjà acheté plusieurs fois du matériel de ski, je suis un peu un geek, donc j'aime bien les innovations techniques. Donc voilà, si vous venez me présenter un nouveau modèle de ski qui utilise une nouvelle technologie qui les rend plus rapides, plus maniables, en fait, ça va m'interpeller parce que voilà, c'est un message qui m'intéresse et je suis la bonne personne. Donc ça, vous avez tout gagné. Par contre, si vous venez m'en parler l'été quand je suis en maillot au bord de la Méditerranée, voilà, en train de me promener sur la plage, en fait, ça va juste tomber à l'eau parce que je serai pas réceptif. En fait, c'est pas le bon moment, ça m'intéressera pas à ce moment-là. Ok. Alors là, c'est un peu caricatural, ok, mais c'est la même chose en B2B. Il y a forcément des moments où votre solution apporte plus de valeur à vos prospects. Voilà, j'ai réfléchi à des secteurs comme le tourisme, comme le e-commerce. Voilà, il y a des saisonnalités, c'est assez évident, mais ça peut être aussi les comptables. Il y a quelques dates fiscales dans l'année et on sait que voilà, de telle période à telle période, ils vont être très chargés. Donc peut-être que c'est intéressant d'aller les prospecter avant la période de clôture comptable et après, avant en leur disant ah, il y a ça qui va arriver, est-ce que vous êtes prêts pour cette période? Et après, en leur demandant, OK, comment ça s'est passé? Est-ce que vous aviez toujours ces problèmes? Nous, on peut les résoudre. OK. Donc là, ça m'intéresse, vous. D'ailleurs, si vous avez une saisonnalité un peu bizarre, parce que voilà, de temps en temps, on voit des business avec des saisonnalités assez particulières, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, ça m'intéresse. Voilà, donc là, vous allez me dire, OK, bon, la saisonnalité, oui, au mois d'août, les Français sont en vacances, OK. Mais on peut aller bien plus loin avec le timing et c'est avec la notion de signaux, OK. Donc, la notion de signal, vous en avez peut-être déjà entendu parler sous la forme de intent ou event. Voilà, des fois, on entend intent-based marketing, event-based marketing. Voilà, c'est plusieurs concepts, mais l'idée générale, c'est d'utiliser des signaux, des indices qui nous montrent que c'est le bon moment de prospecter. OK. Donc là, les signaux, on va pouvoir les séparer en deux catégories. Les signaux qui concernent l'entreprise et les signaux qui concernent une personne, un contact. On peut passer à la slide suivante. OK.
Donc, le premier type de signaux d'entreprise, ce sont les signaux RH. Ok. Donc là, c'est par exemple, est-ce que l'entreprise a des recrutements en cours? Quel type de recrutement? Si on voit que l'entreprise voilà, est en train de recruter des ingénieurs informatiques sécurité, ok, si vous êtes une solution de cybersécurité, il y a probablement quelque chose à faire parce que ça veut dire qu'il y a du changement ou alors ils ont eu une attaque. Donc ça vous donne des indices pour être plus pertinent dans votre approche. Ça peut être une nouvelle équipe de direction ou une nouvelle personne à un poste clé. Donc là, moi, j'adore ce signal parce que en moyenne, une nouvelle personne à un poste clé va dépenser 70% de son budget dans les 3 premiers mois. Donc en fait, si on arrive à toucher assez rapidement cette personne, on peut réussir voilà, à se faire attribuer une bonne part du budget, ce qui est plus dur une fois que les budgets ont été définis, les outils, voilà, les outils ont été alloués, tout ça. Donc c'est vraiment un timing super, super important. Et enfin, la croissance de l'effectif. Donc là, voilà, si vous voyez que l'entreprise recrute beaucoup, si vous louez des bureaux, ça peut être intéressant d'aller les voir, par exemple. On va voir un autre type de signal maintenant, les signaux financiers. On entend beaucoup dans les médias voilà, de parler des levées de fonds, mais il y a aussi beaucoup simplement de fusion d'entreprises, de rachat d'entreprises. Les entrées en bourse, c'est assez exceptionnel. Et aussi, par exemple, les campagnes de crowdfunding, de crowd equity, ce genre de choses. En fait, c'est des moments où il y a des grands changements dans l'entreprise, des grands changements structurels. Donc là, ça ouvre plein d'opportunités voilà, pour beaucoup de business différents. Mais en général, l'arrivée de beaucoup de capital va faire que cette entreprise va énormément dépenser dans les mois, dans les semaines, mois qui vont arriver. Donc là aussi, alors bien sûr, ils sont sollicités, mais c'est toujours intéressant. Un autre signal peut être des investissements importants, donc par exemple voilà, dans des usines. Maintenant, on passe aux signaux technologiques. Donc là, ça va vous intéresser. Probablement, si vous avez un outil technologique, vous êtes un prestataire de services spécialisé sur une technologie, par exemple une agence voilà, spécialisée dans HubSpot ou une agence web spécialisée dans les sites e-commerce. Donc là, on va pouvoir se baser, par exemple, sur les CRM. Est-ce que l'entreprise utilise Salesforce, HubSpot, Pipedrive ou autre CRM? Les technologies web qu'on arrive à détecter, est-ce qu'ils utilisent Stripe pour gérer leurs paiements, par exemple? Le CMS, donc là, c'est la fonctionnalité derrière les sites web comme Shopify ou PrestaShop. Est-ce qu'ils utilisent G Suite ou Microsoft Teams, par exemple? Ou voilà, d'autres plugins, ça peut être aussi les réseaux sociaux utilisés. Donc là, par exemple, pour ces outils, on peut utiliser, pour détecter ces outils, il y a des sites comme BuiltWith, Wapalizer, StoreLeads, qui sont des outils en fait qui scannent le web pour détecter voilà, les outils qu'on peut trouver sur un site web. Donc ça, c'est des sources pour vous. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller creuser là-dedans pour obtenir toutes ces données. Maintenant, on peut passer au signal d'après. Donc là, ce sont voilà, la deuxième catégorie de signal qui sont les signaux de contact. Donc, ça va être le comportement des personnes. Donc, vous, par exemple, là, qui êtes en train de suivre ce webinaire, là, en fait, par le fait que vous soyez ici, vous envoyez un signal. En fait, vous envoyez le signal que vous êtes intéressé par le marketing digital, par le account-based marketing, par comment gagner des nouveaux clients et par apprendre des nouvelles choses. Donc, en fait, ça, pour nous, c'est très intéressant parce que ça nous permet voilà, potentiellement par la suite de travailler avec vous sur ces points-là. Okay. Donc là, vous pouvez mettre ces choses en place dans votre entreprise et quand vous faites des événements, quand vous créez du contenu, en fait, les gens qui vont interagir avec vous, c'est des signaux super qui ont beaucoup de valeur pour vous. Okay. Il y a un autre signal qui est intéressant, c'est le changement de poste. Par exemple, si vous êtes voilà, vous êtes dans une équipe et vous passez manager, donc là, avec ces nouvelles responsabilités, vont venir des nouveaux budgets, des possibilités de faire des nouveaux projets. Le changement d'entreprise, donc ça, c'est intéressant. Si aujourd'hui, il y a un client, quelqu'un avec qui vous entendez bien et vous apprenez qu'il change d'entreprise, ça peut être un ambassadeur, en fait, de votre solution, de votre produit dans sa nouvelle entreprise. Et c'est quelque chose qui est assez, voilà, qui est assez courant. Donc là, par exemple,
pour détecter les changements d'entreprise. Il y a une solution qui s'appelle LoanScale qui fait ça bien. Ça pourrait être intéressant pour vous pour regarder par exemple. Donc maintenant, voilà, on a vu comment définir l'entreprise à qui on parle, au sein de cette entreprise, à quelle personne on va parler, et ensuite à quel moment on va en parler, ok? À quel moment on va leur parler, ok? La dernière étape, et qui est un peu la première étape concrète pour commencer, c'est de créer une base de données de son total addressable market. Donc encore un mot anglais, mais ce mot veut dire le marché total adressable. Ça veut dire en fait toutes les entreprises qui correspondent précisément aux services que vous pouvez offrir. Ok. Donc pour ça, ce qui est bien, c'est que le web est une mine d'or. On peut trouver des informations à plusieurs endroits, sur Société Info, sur LinkedIn, sur d'autres outils. Mais moi, je vous conseille de commencer simple et de partir, voilà, soit de la base syrienne, soit de Société Info, par exemple, pour déjà estimer, OK, est-ce que mon marché en France ou à l'international, est-ce que c'est... en fait, il y a 50 entreprises qui font ça. Est-ce qu'il y en a 500? Est-ce qu'il y en a 5000? Est-ce qu'il y en a 50 000? Et en fonction de ça, créer cette première base de données de toutes ces entreprises et ensuite les prioriser. Donc, en fonction de certains critères, on va leur attribuer une note, ce qui va nous permettre de faire remonter les entreprises à les prospecter en priorité. Et le niveau avancé ultime, ça va être de suivre un petit peu, de monitorer ces entreprises, donc se dire, OK, chaque mois, on va aller voir, est-ce que c'est toujours le même directeur financier? Chaque mois, on va aller voir, est-ce qu'il y a eu une levée de fonds dans cette entreprise? Chaque mois, on va aller voir, OK, est-ce qu'ils ont ouvert des nouveaux postes pour recruter? Et ainsi de suite. Donc ça, c'est déjà un niveau avancé. Le but, c'est pas de construire une usine à gaz. Je pense que la première étape, c'est déjà de construire une base du marché que vous pouvez adresser. Si vous arrivez à faire ça, c'est déjà super. Donc, il y a des outils pour la France comme Société Info, mais pour l'international, il peut y avoir Zoom Info qui est très bien aussi. Et donc, voilà, on a fait le tour sur comment concrètement se mettre à l'account-based marketing. Maintenant, je vais passer la main à Marvin. Yes, merci Adrien. Du coup, ouais, c'était super. Moi, ça me donne pas mal d'idées pour GrowthTribe à faire. Du coup, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu par le biais d'une démo comment vous pouvez utiliser Société Info du coup pour faire de l'enrichissement de données, tout simplement aussi trouver des prospects et identifier des événements relatifs aux entreprises que vous avez ciblées. Donc, je vais juste 2 petites minutes arrêter mon partage pour vous montrer un peu comment ça se dégoupille. Alors, tac, hop, voilà. Et super, hop. Voilà. Alors du coup, moi, j'ai un compte aussi chez Société Info qui me permet de faire pas mal de choses. Donc l'idée, c'est de vous montrer un petit peu l'ensemble des fonctionnalités que vous pouvez faire par le biais de Société Info qui peuvent vous servir du coup en account-based marketing. Donc comme l'a dit Adrien, il peut faire deux choses. Déjà, rechercher une liste de prospects, d'entreprises bien précise. Également, ce que vous pouvez faire, c'est de faire de l'enrichissement de données B2B. Donc, moi, l'idée, c'est de vous montrer dans un premier temps tout ce qui est relatif à l'enrichissement et puis après, on va aller regarder tout ce qui va se passer d'un point de vue contact. Donc, par exemple, j'ai pris l'exemple de l'événement Big Data qui a eu lieu il y a 2-3 semaines, du coup, à Paris, où du coup, il y avait une liste d'exposants. Donc, imaginons que je suis à la recherche de startups bossant dans la data, que je souhaite les contacter. Donc, l'idée qui est hyper intéressante là-dessus, c'est que vous pouvez tout simplement, dans un fichier Excel, mettre des entreprises, par exemple, qui sont ici, avec leur nom de domaine, bien évidemment. Donc, c'est l'exercice que j'ai fait ici. J'en ai sélectionné quelques-unes pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. J'ai fait un fichier Excel rien que de plus simple avec le nom de société, le nom de domaine. Et l'idée, c'est qu'ensuite, ce fichier-là que j'ai fait, je l'ai tout simplement mis dans la partie enrichissement. Je l'ai uploadé, en fait. Donc, je vous laisserai le faire si vous avez envie de tester la plateforme. Donc,
Je fais sélectionner ici le fichier, donc je l'ai déjà mis ici. Et l'idée, c'est que derrière, il va commencer à faire son travail d'enrichissement, la plateforme. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai mis que 6 lignes. Il a trouvé mes 6 lignes. Avant même de pouvoir télécharger, on a un rapport ici qu'on peut aller consulter. Donc, il a trouvé les lignes. Sachez qu'on ne dépense pas de crédit si il n'y a pas d'informations plus, plus d'informations sur chacune des entreprises. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'il a fait que Société Info a fait ce travail d'enrichissement, vous pouvez utiliser 6 crédits correspondant aux 6 lignes que je souhaite et télécharger du coup votre fichier par la suite de ça. Donc là, je vais peut-être le mettre sur Drive parce que je n'ai pas de Excel, mais par exemple, si je l'uploadais sur mon Drive, ici, tac, et que je le mettais juste ici, le fichier, hop. Alors, est-ce que ça a marché? Voilà, donc il démarre l'importation. Hop, je ferme un, voilà. Et du coup, si je l'ouvre avec Google Sheet, voilà, donc on va avoir nos fichiers concaténés. Donc l'idée, c'est d'aller les concaténer, scinder les colonnes. Donc, mince, j'ai fait validation des données, ça ne va pas le faire. Hop, données, donc du coup, scinder le texte en colonnes. Du coup, donc là, c'est séparé par des points-virgules. Hop, et du coup, on va avoir les mêmes sociétés, nom de domaine. Du coup, on va avoir les sirènes et sirettes, type d'établissement, dénomination, les formes juridiques de l'entreprise, également les dates de création, les différents dirigeants avec leur date du coup de naissance. On va avoir les codes APE, libellés APE, tout ce qui va être lié aux conventions collectives, les conventions, pardon, les adresses, tout ce qui va être lié au capital investi, dernier chiffre d'affaires réalisé, le nombre d'employés, les contacts, donc les contacts génériques, bien évidemment. Et déjà, vous avez quand même pas mal de données pour aller consolider du coup votre CRM. Donc ça, c'est hyper intéressant dans ce travail d'enrichissement de faire ce genre de choses. Donc, je vous invite à aller tester, c'est vraiment super cool. Dans un deuxième temps, du coup, l'idée, c'est de partir un petit peu sur de la recherche et de commencer à aller créer, également aller regarder une liste de prospects bien spécifiques. Donc, à savoir que là, du coup, il y a 3 champs bien spécifiques. Donc, quoi? Donc, c'est là où on va faire tout ce travail de recherche de dénomination, ça va être les intitulés de poste. Et après, il y aura une location. Ensuite, il faut savoir que l'idée, c'est que une fois vos recherches faites, vous allez avoir différents filtres ici que vous pouvez appliquer. Donc, vous allez avoir des contacts avec des emails que vous pouvez tester délivrables. Donc, ça veut dire que c'est des emails qui fonctionnent. Donc, par exemple, quand vous faites du cold mailing, il n'y a pas mieux. Vous pouvez également faire des exports avec les profils LinkedIn. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Vous pouvez faire des filtres avec les codes NAF et APE. Donc, ça vous permet d'avoir des recherches bien spécifiques. Ensuite, vous pouvez avoir des éléments filtres avec des chiffres clés, donc tout ce qui va être lié au chiffre d'affaires, capital social, entité juridique également. Et une partie qui est super intéressante aussi, c'est comme l'a dit Adrien dans la partie justement signaux, ça va être tout ce qui va être lié aux événements. Donc par exemple, je fais un exemple parmi tant d'autres, mais par exemple, imaginons que je veux cibler dans l'onglet fusion-acquisition des intentions d'achat ou des rumeurs, et que du coup, je fais un filtre, par ancienneté, donc je vais mettre 3 mois, on va voir ce qui se passe. Ah tiens, je vois Orange. Qu'est-ce qui se passe chez Orange, du coup, en termes d'intention d'achat? Donc, une fois que je clique sur cette fiche-là, il y a une petite latence parce que forcément, ça demande un peu de temps avec le zoom. Hop, voilà. Alors, du coup, on va avoir déjà les informations relatives à l'entreprise. Donc, ça, c'est hyper cool. Donc, le LinkedIn, les différents réseaux sociaux, Twitter, etc. Informations légales, les chiffres d'affaires réalisés. Et là, on va avoir la partie événements. Et là, c'est hyper cool parce que du coup, on voit les événements liés à des fusions-acquisitions
Donc là, par exemple, dans votre secteur d'activité, vous pouvez jouer justement sur des intentions d'achat ou potentiellement sur des potentiels gros recrutements à venir sur des cibles bien spécifiques et aller analyser les comportements, selon les entreprises, qu'est-ce qui se passe. Et du coup, derrière, potentiellement adapter vos messages au bon moment et à la bonne personne. Ce qui est assez intéressant, et là je vais y venir après, mais du coup, dans les fiches, vous pouvez aller regarder tout simplement les contacts qui vont bien, donc les bonnes personnes, et dépenser un crédit. Donc par exemple, imaginons que je cherche un dirigeant, hop, je peux regarder en dépensant un crédit le dirigeant, son profil LinkedIn, son nom, prénom, et l'adresse à laquelle je peux le contacter pour faire du cold mailing. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais là, c'est vraiment hyper spécifique. Mais l'idée, c'est de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et du coup, pour ce qui est de la recherche un peu plus massive, on va dire, quand on cherche une liste de prospects, on va dire restreinte, l'idée, je vais vous montrer un petit peu comment on peut utiliser. Alors, disons que par exemple, je recherche des agences en communication ou en marketing et je vais principalement cibler les responsables marketing de ces agences-là. Donc l'idée, c'est de mettre en fait, tout simplement ici, agence de communication ou avec la particule hors du coup, agence marketing. Tac. Du coup, qui, comme on l'a dit, responsable marketing. Hop. Du coup, je cible Paris, la location. Hop. Déjà, on a un filtre qui descend avec 1907 entreprises et plus de 11 000 contacts. On est d'accord, c'est beaucoup trop pour faire de la campagne marketing. Mais du coup, déjà, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller cibler par code NAF, code APE. Donc, par exemple, si je vais dans les filtres code NAF, code APE, je remarque que, par exemple, le fil qui m'intéresse, moi, ça va être le JZ, donc information, communication, par exemple, tout ce qui est lié aux télécommunications, audiovisuel, activités informatiques. Donc, je vais cliquer sur ça pour voir un peu ce qu'il en est. Déjà, on descend à 1957 contacts. C'est bien, mais encore une fois, ça reste un peu beaucoup pour ce que vous souhaitez faire. En général, comme on dit sur la compte-based marketing, il faut une cible restreinte. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple jouer avec les niveaux de répartition par code NAF. Donc, par exemple, si je mets code NAF niveau 2, par exemple, je dis que l'édition, l'audiovisuel, la diffusion, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Je vais aller cliquer dessus. Et ensuite de ça, je vais aller un peu affiner la chose. Donc, de base, ça marche bien, mais là, ça n'a pas forcément marché. Alors, attendez. Hop, je le remets. Super. Alors. Ah oui, c'est pour ça. Yes, mais sinon, je suis super, Marvin, ouais, c'est un bon exemple. Après, sinon, l'idée, c'est que justement, vous pouvez partir de cette base qui est un petit peu large pour avoir un peu tout votre marché dans une base de données. Et après, au fil du temps, vous concentrer sur des segments un par un. Mais là, comme Marvin essaye de faire, vous pouvez également faire une recherche très précise pour un besoin ponctuel ou une campagne spécifique. C'est ça. Donc là, par exemple, ma recherche spécifique, elle me fait descendre à 756 contacts avec 174 sociétés. Donc, on est d'accord, ça reste encore un peu beaucoup pour faire mon export. L'idée, c'est d'aller jouer derrière avec les contacts. Donc, imaginons que je veux les contacts email à être testés délivrablement et, par exemple, que les contacts LinkedIn également. Du coup, on descend à 415 contacts, 106 sociétés. Donc, comme on vous l'a montré, vous pouvez aller consulter chaque fiche entreprise, regarder quels vont être les décideurs clés, mais vous pouvez directement aussi aller les exporter. Et du coup, là, si j'ai tout ce qui m'intéresse, du coup, je peux aussi jouer avec les téléphones, bien évidemment. Mais là, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je fais démarrer un export. Donc là, pareil, il va me mettre en attente un petit peu. Et du coup, il va me faire après, derrière, un rapport que je vais pouvoir consulter avant d'aller télécharger, du coup, mon fichier qui va me permettre derrière de jouer sur des campagnes, par exemple, de prospection automatisée sur LinkedIn avec, par exemple, des outils comme Wallaxy. Ou également, ce que vous pourrez faire, c'est que vous pourrez jouer avec cet outil, faire du cold mailing avec des outils comme, par exemple, Lemlist, quoi. Je ne sais pas, mais je vous en dis parmi tant d'autres, quoi. Et du coup, voilà. Bon, je vais pas le télécharger, celui-là, parce que sinon, je vais cramer tous mes crédits, malheureusement. Mais vous avez un peu compris le concept. J'ai juste à le télécharger. Derrière, je peux aller enrichir mon CRM. Je peux les mettre dans des outils pour faire des campagnes de prospection automatisées. Enfin, voilà. C'est hyper intuitif, c'est hyper simple d'utilisation. Et ça nous permet justement de contacter les bonnes personnes stratégiques
pour réussir votre stratégie. Je ne sais pas si tu avais un autre truc à rajouter par rapport à cette info, Adrien, mais... Non, ouais, super. C'est une vue d'ensemble. Donc voilà, on a vu les deux possibilités, soit enrichir une liste qui peut être une liste de prospects, comme on a vu par exemple des participants à un événement. Ça peut être enrichir votre liste de clients. Et on a vu aussi comment créer des listes. Donc soit on peut faire une liste large qui correspond à tout votre marché, soit une liste très spécifique si vous avez envie de faire une campagne sur une cible précise. Yes. Du coup, on arrive bientôt à la fin de ce webinaire. Alors, 2 secondes. Laissez-moi juste repartager mon écran. Alors, tac. Super. Yes. Je vais cacher ça. Hop. Et du coup, pour faire un récap un petit peu de ce qu'on s'est dit, parce que c'est toujours bien d'avoir un petit récap, l'idée, quand vous faites de l'account-based marketing, vous comprenez bien un truc, c'est qu'il faut déjà, dans un premier temps, retravailler sur vos personas, votre audience que vous souhaitez cibler. C'est un peu le b.a.-ba, on le dit à chaque fois, on le répète à chaque fois, mais il n'y a pas mieux, en fait, tout simplement. Ensuite, l'idée, c'est de bien faire attention d'aligner les services sales et marketing, comme on l'a dit, pour qu'il y ait la même cohésion, pour cibler les mêmes contacts, et travailler main dans la main pour avoir le plus de conversion possible par rapport à cette audience. Bien définir vos segments, comme il l'a dit Adrien, c'est hyper important, et de bien distribuer son contenu au bon moment et sur le bon canal. Et bien évidemment, encore une fois, ce qui est important aussi, c'est d'étudier la data et derrière de scaler, d'essayer de mettre en avant de mettre en avant des campagnes un peu plus personnalisées et un peu plus à chaque fois rentables par la suite. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire, du coup. Merci de nous avoir écoutés. C'est très cool de vous avoir parmi nous. Alors, je vous invite, il y a une petite surprise, du coup, je vous invite à remplir le formulaire de feedback, gros.c/merci, d'essayer d'être le plus franc possible sur le contenu que vous avez aujourd'hui, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Et à la fin de ce formulaire de feedback, vous allez gagner, en fait, si vous faites une demande de démo chez Société Info, vous allez avoir une prestation de démo. Et à la suite, vous allez gagner 1000 crédits pour tester la plateforme. Donc, ce n'est pas négligeable. Je vous invite à le faire et à répondre au questionnaire. On va attendre peut-être 2-3 minutes et à la fin, on va répondre aux questions par la suite. Oui, super. J'en profite pour vous dire de poser vos questions. Je vois que vous posez des questions dans le chat. Essayez de les poster aussi dans l'onglet Ask a Question. Comme ça nous permet de plus facilement les trouver parce que je vois des questions un petit peu mélangeantes les messages. Mais en tout cas, super, il y a plusieurs questions. Posez toutes les questions que vous avez. On va essayer d'y répondre au maximum. Hop. Merci. J'ai essayé de remettre le lien pour qu'il puisse être cliquable. https gros.ac/merci. Finalement, je ne fais que du caca aujourd'hui. Alors, je vais le mettre dans le call to action, ça va être davantage plus simple. Voilà. Formulaire, remplir le feedback. Vous allez avoir normalement un petit lien au-dessus de nous. Hop. Et normalement, vous allez pouvoir le remplir dessus. Je le remets un petit peu aussi dans le chat, histoire de... Hop. Super. Du coup, je propose qu'on commence à répondre aux petites questions, Adrien. Je vois qu'il y en a pas mal. Je te laisse l'honneur. Allez, c'est parti. Alors, quel canal marketing autre que les messages LinkedIn ou le cold emailing recommandez-vous? Avez-vous déjà essayé dans le cadre de campagne ABM? Donc ça, en effet, c'est un très bon point. C'est que en account-based marketing, on peut, parce qu'on a moins de prospects, on peut se concentrer et faire des campagnes plus qualitatives. Notamment, quelque chose que j'ai essayé qui peut être sympa, c'est l'envoi de cartes postales écrites à la main c'est des petits robots qui écrivent les cartes postales, mais
Ce qui est bien, c'est que ça fait comme si c'était une touche personnelle. Et donc ça, c'est un outil qui s'appelle Manuscrit. On peut aussi passer par, pour la France, on peut passer par Je dis merci. C'est un service qui permet d'envoyer des objets, des cadeaux personnalisés à vos prospects ou à vos clients. Et on peut automatiser tout ça. Donc ça, c'est vraiment puissant. Si vous ciblez aux États-Unis, c'est l'entreprise qui fait ça là-bas, c'est Sendoso. Donc voilà, vous pouvez aussi utiliser un canal, on va dire, physique pour contacter vos prospects. Ça permet de varier un petit peu voilà, du cold emailing, cold calling ou LinkedIn. Par contre, en général, il faut que derrière votre contrat moyen soit quand même assez élevé pour pouvoir supporter ces coûts qui vont être un peu plus élevés que l'envoi d'emails simple, par exemple. Est-ce que, Marvin, tu veux enchaîner avec une autre question? Yes. Du coup, je vais répondre à la question d'Irène qui dit que on voit comment obtenir une base email de prospects, mais d'un point de vue RGPD, est-il problématique de les contacter sur les emails pro? Alors, c'est une bonne question. Elle est très souvent posée, Irène, donc merci pour l'avoir posée. L'idée, c'est que tu n'as pas le droit de contacter quelqu'un quand tu es dans le B2C directement en ayant ces informations. Ça, c'est interdit. En revanche, pour tout ce qui est du B2B, tu le peux. Ça, tu peux, il n'y a pas de prérogative à ce sujet, c'est un peu la petite faille, mais tu peux contacter des entreprises exclusivement B2B. Comme là, c'est leur mail professionnel, tu peux aller les contacter en fonction. Oui, la nuance, je me permets d'ajouter un point là-dessus, c'est que dans la mesure où on contacte un professionnel dans le cadre de son activité professionnelle et que nous, ce qu'on vend, ça pourrait lui être utile en tant que professionnel, c'est tout à fait légal. Par contre, quand on le contacte, on est obligé de lui donner la possibilité de se désabonner. Donc, c'est-à-dire, si on lui envoie un email, on doit pouvoir lui dire soit une phrase qui dit voilà, vous ne devez plus recevoir d'email, répondez-moi, ou alors juste un lien à cliquer. Mais Société Info, c'est RGPD compliant. On a uniquement des données professionnelles, pas de données personnelles. Même par exemple, une adresse comme adrien.bono@grosstribe, c'est une adresse professionnelle, donc vous pouvez me prospecter dessus. Enfin, n'essayez pas parce que j'ai pas cette adresse, mais voilà, c'est pour plutôt adrien@sociétéinfo.com par exemple, c'est une adresse pro. Là, vous pouvez me contacter dessus, c'est tout à fait légal. Tu veux prendre une autre question du coup? Ouais, par exemple, quels seront les outils marketing sales que vous recommandez, surtout comme outil de planification et mise en place des campagnes pour tous les canaux, comme HubSpot qui... Oh, là, mince, je vois plus la question, elle a disparu. Ah ouais, elle a disparu. Alors, en fait, je te la relis. Quels seront les outils? En fait, comme il y a des votes, en fait, ça bouge la chose. Alors, quels seront les outils marketing sales stack que vous recommandez, surtout comme outil de planification et de mise en place de campagnes pour tous les canaux comme HubSpot, fait pour de l'inbound marketing, par exemple, ou genre Demandbase ou Rollworks, quoi. Outils de planification et mise en place des campagnes. Alors, je suis pas certain de comprendre exactement, mais souvent, on peut se baser sur le CRM. Donc là, tu parles d'HubSpot, ça peut être Salesforce aussi. Et en fonction de certains critères, de certains champs de notre CRM, on va pouvoir lancer ou non des campagnes de manière automatique. Par exemple, la personne a fait une démo, alors elle va recevoir telle campagne. Ouais, j'espère que ça répond un peu à ta question. Ouais, Peut-être que tu peux ajouter, Marvin, là-dessus. Ouais, non, mais c'est ce que tu as dit, enfin, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu peux, genre, avec des outils, avec tes CRM, par exemple, tout simplement planifier tes actions marketing, emailing, par exemple, que tu souhaites faire et souhaites mettre en place. Et du coup, après, voilà, comme il l'a cité, Adrien, tu peux avoir des choses comme HubSpot, comme Salesforce. Après, il y a des CRM, j'en passe, et des meilleurs, enfin, Marketo, par exemple, où tu peux faire des choses assez spécifiques là-dessus. Enfin, voilà. Tout dépend après de toi, ce que tu cherches à faire. Yes. Je réponds à une question de Thomas Lambert qui était un peu plus haut dans le chat. Ouais. Alors sur Société Info, il y a des contacts génériques, donc des adresses génériques, par exemple contact@growthtribe, mais aussi bien sûr des adresses directes, donc de personnes qui sont disponibles. Alors il y a deux types d'enrichissement. Il y a l'enrichissement d'entreprise,
c'est quand vous voulez avoir des données très poussées sur les entreprises et l'enregistrement de contacts. On a quelques données sur les entreprises et justement cette adresse, par exemple, Marvin Mendy @grosstripe.com ou thomas.lambert@exemple.com. Voilà. Donc, il y a les deux. Hein. Il y a des contacts, des adresses génériques et aussi personnelles. Yes, nice. En plus, je connais Thomas Lambert, ça me dit bien quelque chose. Du coup, je vais répondre à la question de Najim. Vous avez un exemple de stratégie, notamment un exemple d'email stratégique, marketing, retargeting, réseaux sociaux, comment on travaille avec le marketing et le commerce. Bah, je vais te prendre un petit peu l'exemple de GrowStripe. Donc, par exemple, imaginons que là, tu vas prendre tu vas faire une demande de brochure parce que tu es intéressé par un de nos cours. Bah, du coup, tu vas voir ta brochure. L'idée, c'est que le commercial, lui, il va avoir sa notif sur HubSpot, donc il va pouvoir te contacter. L'idée, c'est que derrière aussi, vu que tu vas faire une demande d'information, qu'on va collecter justement tes coordonnées, déjà, on va pouvoir te proposer du contenu et te faire du retargeting sur les différentes plateformes. Hein. Si par exemple, tu as trouvé si par exemple, tu as cliqué sur une pub qui nous concernant, du coup, on va pouvoir te retargeter sur les autres réseaux sociaux avec du contenu similaire ou du contenu informationnel pour te donner davantage de valeur. Et le but, en fait, c'est de te donner la meilleure dose d'information pour que tu sois à même ensuite d'aller convertir une fois que tu as tous les éléments clés en main. Donc, l'idée, c'est de multiplier les canaux et d'être le plus présent possible pour te donner le maximum de valeur et à la suite de ça, te donner les meilleures prédispositions pour convertir, quoi. Je ne sais pas après si ça répond exactement à ta question, mais c'est un peu ça le topo, quoi. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je vois une question au niveau des informations financières. Donc, comment fonctionne le processus de recherche d'infos pour identifier les signaux financiers? Je vois également une question qui est de Alban. Est-ce possible d'avoir un historique financier sur 3-5 ans? Donc, en fait, sur Société Info, on peut avoir on trouve les comptes financiers intégraux des entreprises de cette année et des années précédentes. Alors après, on n'a pas pour 100% des entreprises parce qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont des comptes confidentiels. Mais on a pas mal de données, dont des données estimées, une estimation de chiffre d'affaires, une estimation du résultat. Et on a des signaux sur les événements financiers, alors pas pour toutes les entreprises, plutôt des sociétés qui sont déjà des ETI ou des grandes entreprises. Voilà, donc pour info. Et j'enchaîne pour répondre aussi à Romain. Donc, comment vous faites pour avoir accès à autant de données? C'est notre expertise, la donnée. Donc, pourquoi c'est rendu possible maintenant et que ça n'existait pas vraiment avant? C'est qu'il y a un mouvement qui s'appelle l'open data, notamment en France, mais on voit dans d'autres pays en Europe, mais également dans d'autres pays à travers le monde, qui rend les données d'entreprises plus transparentes. Et on peut utiliser plusieurs bases de données, notamment par exemple la base de données de l'INSEE qui s'appelle la base Sirène. C'est une première source, mais après on va agréger les données en fait de plusieurs dizaines de sources pour avoir les données les plus complètes possibles. Vous pouvez aller tester si vous voulez sur la base Sirène, vous aurez les statistiques de l'INSEE, c'est ce qui permet d'avoir des statistiques sur les entreprises en France, mais c'est assez limité, c'est pas très actionnable. Donc voilà. Nice. Il y a Erika qui pose une question. Pourquoi Société Info plus que Corporama? Personnellement, j'ai essayé Corporama auparavant. J'ai pas trouvé ça très user-friendly. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à maîtriser la plateforme. Alors que sur Société Info, mine de rien, pas pour faire de la promo, mais ça reste quand même hyper intuitif d'avoir directement toutes les données. Et t'as pas besoin de passer 40-50 minutes, si ce n'est plus, à apprendre comment diriger la plateforme. Donc, moi, personnellement, c'est pour ça que j'utilise. Voilà. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez envie de parler de ces sujets spécifiques, nous, on serait ravis de répondre à vos questions si vous nous contactez du coup sur LinkedIn. Vous avez nos LinkedIn, donc n'hésitez pas. Mais voilà, c'est le mot de la fin. Donc, merci de nous avoir écoutés. C'était hyper intéressant de discuter avec vous. Et du coup, je vais laisser aussi le mot de la fin à Adrien avant de refermer ces webinaires.
Ouais, mais c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. J'espère qu'on vous a appris des choses. En tout cas, c'était cool de pouvoir interagir avec vous avec les questions. Je suis dispo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Merci encore. Pensez à remplir le questionnaire feedback et à Yes. demander une démo avec Société Info pour avoir 1000 crédits gratuits d'une valeur de 150 euros. Ouais. Donc, merci à tous et j'espère à très bientôt. Salut. À très bientôt.